vois qu'il y a déjà monsieur. Donc on alternera. Hein, donc, ouais. Non, mais allez-y, c'est à vous. Bonsoir. D'abord, bravo. J'ai une question en fait, qui est liée plutôt au mouvement des Gilets jaunes. Ça serait en fait pour avoir ton avis, je te tutoie. Savoir, là il y a une polémique avec les street medics qui se font arrêter, leur matériel se fait saisir, etc. Je voulais savoir si les gendarmes en tant que militaires n'étaient pas sous la contrainte de la Convention de Genève. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas censés s'opposer à l'intervention du personnel soignant sur un théâtre d'opération. Voilà. En fait, c'est assez compliqué. En fait, moi, je pense que ça va être une réponse beaucoup plus générale que celle peut-être à laquelle vous attendiez, mais c'est important de vous le dire. Le droit, aujourd'hui, le droit, de façon générale, est instrumental aux politiques. D'accord ? Le droit, c'est un outil au service d'un projet politique, de façon générique. Et aujourd'hui, on est dans un système politique dans lequel, du coup, le droit est utilisé, détourné, contourné, instrumentalisé, pour empêcher une alternative politique de naître. Et il est très difficile pour nous de gagner à travers le droit. On va essayer de limiter les dégâts, mais moi, même face à l'aberration qui consiste à l'idée même de mettre en prison Maxime Nicole demain, en détention provisoire ou en garde à vue même, pour avoir tout simplement appelé à manifester, parce qu'il n'a rien fait d'autre, je sais que si la volonté politique existe, aucun outil juridique me permettra de l'éviter. Donc, dès le moment qu'on est dans une situation comme celle-ci, dès le moment, encore une fois, qu'on en est à mettre l'armée dans la rue pour faire face à un mouvement social, il faut comprendre qu'il n'y aura pas de solution institutionnelle. Donc, évidemment qu'il faut par ailleurs s'engager, se préparer, utiliser toutes les conventions, les instruments internationaux pour lutter contre les personnes, contre ces individus-là, éventuellement envisager des procédures devant une Cour pénale internationale, même si ce serait quasiment impossible, d'autant plus que cette Cour pénale internationale sur laquelle j'ai enquêté, parce que j'ai travaillé là-bas avant, et que j'ai explosé quelque part dans mon ouvrage, au point, déjà à l'époque, d'avoir droit à des menaces de poursuite qui visiblement sont encore en cours devant la Cour pénale internationale. Alors ça, c'est aussi une anecdote assez rigolote, c'est pour que vous voyez qu'en fait tous les appareils de pouvoir se ressemblent. Moi, j'ai été assistant spécial du procureur de la Cour pénale internationale. Ils m'ont recruté, j'avais 21 ans, j'avais fait un stage, ils m'ont recruté dans la foulée, et à 20 ans. Et donc, j'avais pas de pouvoir au sein de l'institution, mais par contre, j'étais auprès du procureur général, donc je voyais tout. J'avais accès vraiment à tout ce qui se passait, une vision d'ensemble. Et du coup, j'ai fait ma thèse dessus, et je me suis rendu compte que c'était quand même un vrai scandale, cette institution, que contrairement à l'impression que l'on pouvait en avoir, elle n'avait rien de neutre, mais au contraire ne servait que des intérêts de pouvoir. Et donc j'ai écrit un livre où je racontais comment fonctionnait l'institution. J'ai fait cette thèse qui a été primée par la CPI, ce qui est quand même génial, après qu'il m'ait menacé de poursuite pour complicité de crimes contre l'humanité. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas te faire de poursuite à d'autres titres que la commission ou la complicité de crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. Et donc, ils ont essayé de trouver un moyen de montrer que parce que je critiquais la CPI dans mon ouvrage, c'était pour permettre, du coup, in fine, la commission de crimes contre... Enfin, et ils l'ont fait sérieusement. Et il y a des personnes qui, sérieusement, ont travaillé pendant des heures et des heures pour rédiger un acte d'accusation qui ferait que je me retrouverais en prison à 24 ans et confronté, enfin, dans les mêmes géoles que Laurent Gbagbo, pour avoir écrit un livre. Donc, en fait, ça et mon expérience avec Wikileaks, je fais un petit détour par la question personnelle, mais en fait, vous allez voir, ont été vraiment très très importantes pour me sentir prêt au moment des Gilets jaunes et pour savoir qu'on allait se prendre des attaques pour antisémitisme, pour incitation à la violence, pour etc. Des attaques instrumentales qui chercheraient avant tout à nous intimider et à désolidariser de la reste de la population de nous. C'est-à-dire utiliser le capital de légitimité, le capital symbolique qu'avait le pouvoir et qu'a l'État encore chez une partie de la population, une sorte de présomption de véridicité, pour essayer d'écraser ceux qui apparaîtraient comme des affreux rebelles, prêts au chaos, etc. Je l'ai vu parce que, encore une fois, il avait utilisé contre moi, de la même façon qu'avec Wikileaks, ils n'avaient pas arrêté de le faire contre Julian Assange et contre tous ceux qui travaillaient avec lui. Évidemment, le seul problème, c'est qu'à force de l'instrumentaliser pour servir des intérêts personnels, les intérêts de ces dirigeants-là, ce capital s'érode. Et on est de moins en moins à croire dans leur capacité à dire la vérité, et à défendre le bien, etc. Ce que montrent les Gilets jaunes, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui n'y croient plus du tout, et qui, même malgré le stigmate que l'on applique à ce mouvement-là, continuent de se mobiliser. En fait, on finit par devenir indifférent à ces accusations.
Et cette violence symbolique qui ferait que pour n'importe quel citoyen normal, se retrouver convoqué pour une garde à vue, éventuellement menacé de jugement et d'emprisonnement, etc., qui fait que dans un système sain, vous auriez non seulement peur pour vous, mais vous diriez peut-être qu'est-ce que j'ai fait, enfin, vous sentiriez mal quelque part en disant mais peut-être que j'ai erré, etc. Bah là, en fait, on flotte complètement au-dessus. Parce que c'est devenu tellement grossier, tellement absurde que l'utilisation, justement, l'instrumentalisation du droit, l'instrumentalisation de ces stigmates ne nous affecte plus. Donc, est-ce que, du coup, on peut avoir confiance en ces mêmes institutions pour, à un moment, dire le droit réel? Très peu. Il faut pousser autant que l'on peut, mais avec la conviction que c'est pas par là, en fait, qu'on entraînera une bascule et que c'est pas par là, en fait, même que probablement on réussira à limiter les dégâts. Donc, poussez jusqu'au bout l'ensemble des luttes juridiques, si vous le voulez, mais ayez conscience qu'on est face à un problème beaucoup plus systémique et qu'il faut résoudre, tout simplement, par la rue et par le courage de vos corps et par votre engagement. Et je n'ai pas essayé de faire commettre des crimes contre l'humanité. Alors, la question tombe plutôt bien, en fait. Je voulais savoir, que penseriez-vous qu'on s'oppose une bonne fois pour toutes à ce système, en fait, qu'on fasse tomber toutes les étiquettes et qu'on construise quelque chose de réellement nouveau, basé sur le peuple, avec le peuple et par le peuple? Moi, je pense qu'il y a deux enjeux, en fait. Il y a d'abord l'effondrement du système existant qu'il faut amener. On n'est pas loin, hein. Ces gens-là sont très usés, beaucoup plus que vous le pensez. Je souhaite bon courage à un quelconque membre du gouvernement de réussir à mobiliser une salle comme celle-ci avec l'enthousiasme qu'elle a, etc. Franchement, j'ai peu d'espoir pour eux. Donc ils peuvent évidemment s'appuyer non plus sur la masse sociale, mais sur une forme de totalitarisme. Pourquoi? Parce qu'en gros, ils ne peuvent s'appuyer que sur les personnes qu'ils payent pour les défendre. Les forces de l'ordre, en gros, qu'ils opposent au peuple, qu'ils envoient devant le peuple pour ne pas y répondre, c'est des personnes qui ne tiennent que par le salaire, encore aujourd'hui. Et à un moment, au moment où le coût d'engagement sera plus important pour eux que ce qu'ils en tirent comme bénéfice, ils sortiront du système à leur tour. Donc en fait, ça tient à ça. Et vous imaginez bien que si après son retour de Buenos Aires, Emmanuel Macron, après l'acte 3, il n'a fait qu'une chose, c'est d'abord visiter les champs avec les policiers, puis après aller dans une caserne déjeuner avec des policiers, puis ensuite annoncer une prime pour les policiers sans même s'adresser aux Français qui n'attendaient que ça, c'est bien parce qu'il sentait bien que son pouvoir ne tenait que par là. Si un mois plus tard, il annule les 21 cérémonies de vœux qu'il avait organisées, sauf une, celle pour les militaires, c'est bien parce qu'il savait qu'il en était là. Sauf qu'à l'époque, vous disiez ça, et du coup, évidemment, qu'est-ce que ça fait naître? Vous dites, en fait, on est face à Ben Ali. Évidemment, les gens vous disaient, n'importe quoi, on est en France. 3 mois plus tard, vous commencez à comprendre qu'en fait, si. En fait, on en est là, on en est à ce niveau-là. Et donc, d'une part, il y a cet effondrement qu'il faut provoquer, et d'autre part, il y a la construction en fait, de nouvelles formes politiques. Et cet effondrement va provoquer une période dans laquelle l'État va continuer à fonctionner. Ce n'est pas comme si du jour au lendemain, tout allait s'effondrer. Ce qu'on veut faire s'effondrer, c'est ce pouvoir politique. Ce n'est pas nos services publics, ce n'est pas l'administration française, etc., qui, elle, continuera à agir, et par contre, créer des nouvelles formes d'organisation à l'échelle communale, avec des formes horizontales, avec le résultat des ateliers constituants, les mises en place d'outils immédiatement comme le RIC, la constituante, etc., qui permettront très rapidement de régénérer politiquement ce pays et de lui donner un nouvel élan qui provoquera une transition écologique, provoquera une réduction des inégalités, etc. Ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller beaucoup plus vite que vous le pensez. Et à ceux qui s'angoissent aujourd'hui à ce qui se passerait si, ne vous inquiétez pas, en fait. Le pouvoir a horreur du vide. La question, c'est qu'il faut qu'on soit suffisamment organisé et rapide pour qu'il n'y ait pas une force politique factieuse qui essaie de en emparer par ricochet. Et là, j'ai quand même quelque chose à vous dire. On vous dit, mais oui, mais ça va être le chaos, etc. Non, en fait, ce qui va se passer, c'est que s'il n'y a pas cet effondrement de l'existant, il va y avoir le chaos. Ce chaos va avoir un nom, il s'appelle Marine Le Pen, et il va arriver, dans le meilleur des cas, en 2022, et probablement beaucoup plus tôt. Donc on est face à un point de rupture dans le système, dans lequel on voit bien que toutes ces élites que je décris sont déjà en train de faire des accords tacites avec le Front National, qui a renoncé à son discours sur l'euro, qui a renoncé à son antisémitisme, qui a renoncé à son soutien aux Gilets jaunes, pour donner les gages suffisants à l'oligarchie pour être en position de remplacer Macron s'il y avait défaillance chez Macron. Donc on est face à une force qui est beaucoup plus organisée qu'on le pense, mais on a une chance extraordinaire, c'est qu'on est beaucoup plus rapide qu'eux. On est beaucoup plus rapide qu'eux et on s'en rend compte semaine après semaine. Ils nous foutent l'armée lors de l'acte le plus familial qu'on avait prévu d'organiser. Ils se retrouvent face à des retraités et des familles, sauf qu'une semaine trop tard, vous voyez. Donc en fait, ce décalage permanent qui est permis par le fait qu'on a une intelligence collective qu'ils n'ont pas, va faire, à mon avis, qu'à terme, on va gagner. Est-ce que ce sera après le 1er mai et ce moment magnifique
que j'attends à Paris principalement, mais potentiellement en province, de jonction de l'ensemble des forces qui jusqu'ici regardaient un peu en chien de faïence. Ce sera avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est en cours et que quand ça arrivera, en fait, l'accélération du temps fera que, sans inquiétude, je pense qu'on arrivera vraiment enfin à obtenir ce miracle, quelque part, non ? Parce que je pense que si on arrive à sortir de ce cloaque qu'on décrit, je pense qu'il y aura quelque chose de si inespéré qui permettra à beaucoup de personnes qui avaient, pour reprendre le mot de Ruffin, là, cette fois, qui n'avaient plus vu le soleil depuis des années, de même s'ils n'ont pas un changement effectif de leurs conditions sociales, de sentir un changement social, enfin psychique et relationnel très important qui les sauvera probablement. Je rappelle ce chiffre que je répète à chaque fois, 10 à 15 000 morts liés au chômage, enfin conséquences du chômage selon l'INSERM, 500 000 morts en 30 ans, 500 000 morts dues en fait à l'indifférence de nos dirigeants. Je pense que dès le moment qu'on aura un système politique qui basculera, il y a beaucoup de personnes qui étaient face au mur et qui pensaient qu'il n'y avait plus d'avenir pour eux, qui immédiatement ressentiront une sorte de respiration extrêmement brutale presque, en fait, un éclair de joie qui leur permettra de tenir un peu et qui nous permettra de régénérer un peu notre pays, exactement de la même façon que les Gilets jaunes, aujourd'hui déjà, j'en suis convaincu, ont sauvé des milliers de personnes. Bonsoir. Donc, la parole bascule sur la gauche, Ouais. sur notre gauche. J'en profite alors en attendant. Alors, merci de nous avoir éclairé sur ces liens que vous avez si bien décrits, justement, ces représentants politiques. Mais derrière, vous nommez si bien les Lagardère, les capitaines d'industrie, et on voit comment, en fait, par ce hold-up, c'est-à-dire que l'État est leur bras armé pour leur donner les moyens de continuer d'exploiter à la tête de grande industrie. Donc, vous ne semblez pas la désigner, mais il y a quand même une bourgeoisie, là, on est ici à Marseille, qui n'a même plus besoin de se masquer. Pour tantôt, alors elle va faire peut-être le choix du Front National pour pouvoir diriger, etc. Mais moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est les perspectives, encore une fois. Est-ce que ce n'est pas un peu des illusions de faire croire que par l'élection, en nommant des nouveaux, vous avez vu ce qui s'est passé en Grèce avec un Tsipras qui apparaissait comme un peu la France insoumise, mais finalement, il a su se ranger. Parce que there is no alternative dans ce système capitaliste. Si on fait croire qu'en votant, tant qu'il laisse les élections, parce qu'il pourrait décider de l'arrêter ou de ne le supprimer. Donc ma question est le piège des illusions. Est-ce que vous ne parlez pas d'ouvriers, vous voyez parler du mouvement des Gilets jaunes dans lequel il y a des ouvriers et tout ça, mais un mouvement apolitique qui se veut. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les fondamentaux, de relier ce lien avec les idées du mouvement ouvrier, même si c'est compliqué, et de ne pas se faire d'illusions sur les élections en nommant un Ruffin ou en nommant un Mélenchon, parce que même eux, ils s'écraseront devant ce système, parce que la bourgeoisie, elle ne se laissera pas faire. La bourgeoisie française, elle est capable de mener ce qu'elle a fait au Rwanda, elle est capable, avec l'appareil d'État, de soutenir ce qui se passe en Algérie. Je veux dire, c'est à ce genre de monstre qu'on a affaire. Donc je veux que vous puissiez nous montrer les vrais enjeux, et ce n'est pas seulement une question électorale. Merci. Vous noterez que je n'ai pas appelé à voter. J'ai plutôt appelé à une révolution qui, justement, ne passe pas par l'élection de notables au Parlement européen dans un mois et à la participation à cette mascarade électorale qui n'amènera en fait qu'à une prolongation, mais qu'il gagne. Enfin, et alors c'est ça. En fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre chez ceux qui maintiennent leur croyance, enfin, qui pensent être en résistance par rapport à ce système et qui maintiennent leur croyance dans le fait qu'une parodie électorale dans laquelle il ne s'agit que d'envoyer, encore une fois, que des notables pour récupérer de l'argent pour les partis politiques existants, changera quelque chose selon que tel parti est 5 ou 7%, selon que tel autre est 20 ou 22%. Tant que vous restez dans une forme d'adhésion à cette comédie, vous êtes trop encore intégré à ce système-là, vous êtes trop prisonnier de ce système-là. Croire que la victoire de Macron, elle ne changera rien. On voit bien qu'il y a une crise de légitimité politique qui ne va pas résoudre par une victoire ou une non-victoire aux élections européennes. Enfin, tout le monde sait très bien que en plus, les députés européens qui vont partir là-bas ne vont avoir aucun poids parce que le Parlement européen n'a aucun poids, etc., etc. Donc évidemment que la question électorale n'est pas l'enjeu aujourd'hui du tout. Aujourd'hui, on a une masse
immense de personnes prêtes à prendre des risques délirants, parce qu'aujourd'hui, aller en prison, on peut aller en prison pour manifester, on peut perdre un œil, mais ces personnes-là continuent à se mobiliser. Il faut s'appuyer sur cette base-là pour exiger justement qu'on sorte de cette comédie et de cette mascarade. Et ça me permet de vous répondre sur la question de cette bourgeoisie tentaculaire, qui est une aristocratie, qui est devenue factuellement une aristocratie, parce qu'aujourd'hui, la fille de de Delphine Arnaud et de Xavier Niel, elle est de naissance, elle a 4 ans, 5 ans je pense, elle est de naissance la femme la plus riche d'Europe et le restera toute sa vie. Vous voyez, et il n'y aura aucune façon de lui retirer à système constant. Eh bien, ces personnes-là, pourquoi est-ce qu'on peut les battre, et pourquoi est-ce qu'on peut les battre en France en particulier? Parce que leur fortune dépend de l'État. La fortune de Xavier Niel dépend par exemple du fait qu'il a droit à une licence téléphonique, à un droit d'accès au marché des fournisseurs d'accès Internet qui lui est donné par l'ARCEP, qui font que si demain l'État décide de la retirer, son entreprise s'effondre. Et c'est bien pour ça qu'il met tellement d'énergie dans le fait de soutenir des hommes politiques, de racheter des médias comme Le Monde, comme l'Obs, etc. Cet homme n'est pas devenu du jour au lendemain un sauveur de la démocratie et de la liberté de la presse. C'est évidemment pour s'acheter une influence qui lui permettra de garantir cet accès à ces ressources-là. Xavier Niel, qui était encore une fois mis en examen pour proxénétisme, condamné pour recel recel et abus de biens sociaux, c'est quelqu'un qui se voyait poursuivre parce qu'on comprenait bien qu'en fait, il avait en effet organisé un système de proxénétisme, mais sauf qu'il avait fait disparaître les preuves quelques jours avant la perquisition dont il avait fait l'objet. Je le raconte dans le livre. Cette personne-là s'est vue poursuivre pendant des années pour se passer. Or, cette personne-là voulait s'institutionnaliser. Une fois qu'il avait gagné beaucoup d'argent, il voulait être respecté. Donc il a commencé à investir dans les médias pour que, selon ses propres mots, il lui foute la paix. Et après, sauf qu'à un moment, il s'est rendu compte du pouvoir que potentiellement ça lui donnait, et donc il a voulu aller un peu plus loin, et donc devenir un opérateur de téléphonie mobile. Xavier Niel rachète Le Monde au moment où il cherche à obtenir cette licence de téléphonie mobile. C'est pas un hasard. Et il s'est introduit dans la guerre que se menaient Fillon et Sarkozy à cette époque, à cette fin. Et évidemment, c'est grâce à cela qu'il va obtenir cette licence téléphonique, et que donc, à partir de là, parce qu'il n'y a que 4 opérateurs, que vous êtes en vase clos, et que du coup, vous avez une garantie de revenus pour peu que vous êtes à l'intérieur du système, il va démultiplier sa fortune. Or, pourquoi est-ce que Le Monde s'est laissé racheter? Et c'est quand même extraordinaire, cette histoire est vraiment importante, parce que Le Monde a été mis à terre par Nicolas Sarkozy, parce qu'ils avaient fait un éditorial critique contre Nicolas Sarkozy, et que du coup Nicolas Sarkozy avait demandé à ses amis d'alors, qui s'appelaient Vincent Bolloré, Arnaud Lagardère et Bernard Arnault, parce que bon, ça tourne, hein, enfin, on en soutient un puis un autre, il leur a demandé de faire pression sur Le Monde. Et comment est-ce qu'ils avaient fait pression sur Le Monde? Tout simplement en retirant leurs médias, leur presse, des imprimeries du Monde. Et en fait, ils avaient asséché les ressources du Monde, et ils avaient mis en situation de faillite technique Le Monde, forçant Le Monde à devoir trouver de nouveaux acheteurs. Donc pour la première fois, Le Monde se retrouve en situation de perte d'indépendance à ce moment-là, sur instruction de Sarkozy, quand même, c'est génial, et auquel obéissent ces oligarques. Et qu'est-ce qui se passe dans la foulée? Eh bien, se met en place une guerre extraordinaire dans laquelle les journalistes du Monde, qui avaient encore un peu de dignité, c'est passé depuis, se disaient on ne peut pas perdre notre indépendance, c'est pas possible, on a 50 ans d'histoire derrière nous. Et donc, ils ont décidé de se vendre, non pas à ceux qui portaient l'offre défendue par Sarkozy apparemment, via Alain Minc, offre qui était alors portée par un banquier d'affaires qui s'appelait Emmanuel Macron, mais à l'offre organisée par Xavier Niel, qui du coup, pour prétendre qu'il était un rempart pour l'indépendance du Monde, devient soudain anti-sarkozyste. Lui qui avait fait des voyages officiels avec Sarkozy, qui allait régulièrement à l'Élysée, etc., s'invente une image d'anti-sarkozyste. Comment il fait ça? Notamment en s'alliant avec 2 personnes qui vont lui servir en fait de façade. Pierre Berger, qui a déjà 80 quelques années, donc il dit qu'il va mourir bientôt, qui est un homme de gauche, oui, si on veut, et Mathieu Pigasse, qui est le patron de la Banque Lazare, et à qui Xavier Niel va prêter de l'argent pour qu'il s'associe à lui, parce que Mathieu Pigasse, parce que, pardon, mais j'ai du mal à le dire, mais faisait croire qu'il était de gauche aussi, et les journalistes le relayaient. Enfin, c'est dire quand même merci. Enfin, ça sert à quelque chose de vous payer toutes ces années d'études pour qu'après vous vous laissiez enfumer par le premier venu. Et donc Mathieu Pigasse, qui était quand même le patron de la banque Lazare, enfin bien sûr, une grande banque d'affaires parisienne,
grand homme de gauche, décide d'accepter ce deal. Et donc, du coup, Niel construit ce triumvirat. Et il dit, mais non, on est super anti-Sarkozy, nana. Et il arrive à faire croire aux journalistes du Monde qu'il est en effet de gauche. Et donc, il obtient l'autorisation de rachat du Monde. Et donc, le Monde accepte de se vendre à un oligarque qui pourtant faisait des procès systématiquement aux journalistes dès qu'il faisait un article sur lui, qui avait fait mettre en garde à vue pendant plus de 24 heures quand même le directeur de la rédaction de Libération, après qu'il ait écrit un article dans lequel il rappelait son passé de proxénétisme. Cette personne-là qui n'en avait strictement rien à faire de la presse, dont la fortune dépendait de la presse, de l'accès à l'État, et donc dont on voyait très bien qu'il allait servir de la presse pour servir ses intérêts. Et le Monde, après, les journalistes du Monde se sont dit, mais non, mais c'est la meilleure solution. En fait, c'est la moins pire des solutions. Et donc, ils ont accepté cette compromission extraordinaire. Et on se retrouve aujourd'hui avec la situation actuelle. Et en fait, ce qui est génial avec cet épisode, c'est que c'est à ce moment-là que Niel et Macron se rencontrent. Et Macron, qui prétendait à l'époque défendre les intérêts des journalistes du Monde, de la Société des rédacteurs du Monde, va monter en fait des opérations en secret d'abord avec Alain Minc, qui vont être opérées par le directeur de la Société des rédacteurs du Monde, qui a raconté ça dans un article que vous retrouverez facilement, comment en fait il trouve Emmanuel Macron au-dessous des bureaux d'Alain Minc et qu'il le voit courir au 6e étage pour se réfugier, pour qu'il ne le voit pas. Et du coup, il monte pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, Emmanuel Macron dit « Ah non, je suis au téléphone, je suis désolé », il s'esquive et repart, quoi. On voit quand même le courage et la dignité de ces individus. Et donc après ça, il déjeune évidemment avec Xavier Niel et Mathieu Pigasse, parce que bon, enfin, on fait genre, mais en fait, Emmanuel Macron ne défendait pas du tout les intérêts des journalistes du Monde, il ne défendait que ses intérêts à lui, et il utilisait cette position qu'il avait pour rencontrer toutes ces personnes-là. Et de là naît une amitié merveilleuse qui amène, 10 ans plus tard, à ce que l'on sait. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous racontais cette anecdote, mais... Oui, pardon, donc j'en reviens à la question électorale. Je suis désolé si après ce que je vous raconte, après avoir lu le livre, après ce que vous avez vu se passer année après année, après vous vous êtes rendu compte à quel point le contrôle de l'espace médiatique était serré et du coup des appareils de pouvoir par ces individus-là étaient serrés, vous croyez encore qu'aller faire élire tel ou tel député européen plutôt que tel autre va changer quoi que ce soit? Moi j'ai fait mon travail, hein. Enfin, après c'est à chacun de... Bonsoir. Bon, merci d'abord en tout cas et, de dénoncer le cynisme d'un point de vue pire que ce qu'on entend partout sur tous les réseaux. Donc c'est intéressant en tout cas. Et moi j'ai encore quand même de l'espoir, peut-être qu'il ne faut plus, mais sur même la 6ème République et sur ce qu'amène la France insoumise, de se dire qu'on ne va pas pouvoir de continuer avec le système politique sans rupture violente, c'est-à-dire que ce sera plus... Alors j'espère, moi, ça sera avec la démission de Macron et que on n'attendra pas encore la fin du mandat, mais que la 6ème République, parce que là on est en train d'occuper l'espace citoyen, qu'il y a en ce moment tous les gilets jaunes, tout le monde qui se réapproprie la démocratie, et que peut-être on arrivera à changer le système. Donc ça veut dire que d'abord on est dans la 5ème République, il faut élire un président, et que lui, il puisse se dire je suis un président de transition, un peu comme il présente comme il a parlé Mélenchon dans la France insoumise. On peut pas imposer aux Français un président qu'ils ne veulent pas. Enfin, c'est pas le but des Gilets jaunes. À partir de là, je suis désolé. Enfin, nous, on peut avoir notre opinion personnelle sur ce qu'est Jean-Luc Mélenchon ou pas, mais je veux dire, on est quand même conscient que c'est pas l'ultra-majorité du pays qui est mélenchoniste. Ça peut être lui ou un autre, en fait. C'est juste. Non, mais il n'y a pas une personne qui aujourd'hui fasse unanimité dans ce pays, et tant mieux, parce qu'encore une fois, on a bien compris que dans ce système-là, si on fait tout ça pour se retrouver entre les mains d'une seule personne, enfin, c'est même pas qu'on est naïf, c'est qu'on est, enfin, on est vraiment en train, je sais même pas ce qu'on est, quoi. C'est-à-dire que, donc, passer par, non, il faut que si le mouvement échoue, si on se fait écraser complètement, etc. Bon, d'une part, si ça arrive, moi, je pense que de toute façon, le système politique sera tellement dévirtué que ça n'aura plus aucun sens d'y participer d'une quelconque façon qu'une autre. Si on accepte une défaite qui passe en fait par la répression policière et militaire, moi, je ne vois pas de raison de continuer à croire que ce système peut nous offrir une alternative réelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les forces politiques existantes acceptent cet état de fait, au lieu de se désolidariser de ce système et de refuser d'y participer, tant que justement on ne sera pas revenu en état de normalité, je leur ferai plus confiance. Ça, c'est une chose qui pour moi est évidente.
Mais même si justement la situation par je ne sais quel miracle se normalisait parce que Macron deviendrait une autre personne par une sorte de métempsychose ou de transformation, en gros quelqu'un prendrait le masque de Macron et qu'on essaierait d'apaiser les choses parce qu'il lui va pas changer, hein, vous avez bien compris. Disons que ça arrive et que du coup on arrive en 2022 à la possibilité d'un système électoral sain qui nous permettrait à nouveau, mais non, ça n'arrivera pas. Voilà, c'est aussi simple que ça n'arrivera pas. Donc, s'accrocher à cet espoir-là, alors qu'on a aujourd'hui une hypothèse, une possibilité historique de provoquer une bascule qui ne nous fasse plus dépendre de ces réseaux d'allégeance, qui ne fasse plus dépendre du saint sauveur c'est quand même, on a une possibilité d'émancipation merveilleuse. Accrochez-vous à ça, engagez-vous corps et âme là-dedans, poussez vos dirigeants, si vous êtes dans des partis politiques, à s'accrocher à leur tour à ce mouvement. Moi, j'arrête pas de leur dire depuis 2-3 jours, vous me dites, est-ce qu'il faut voter pour ci ou ça ? Mais non, au contraire, que la France Insoumise retire ses listes aux européennes et dites, tant qu'il n'y aura pas une résolution de la crise politique actuelle, nous ne participerons pas. Et si il y a un changement institutionnel profond, etc., là, à nouveau, nous participerons. Et pareil pour François Ruffin, que j'apprécie énormément, il est à ça de le faire. Moi, je vous incite vraiment à le pousser à finir de le faire, et à dire, sors de ce système, démissionne de l'Assemblée, et tu te feras réélire les doigts dans le nez, s'il le faut, 6 mois plus tard, si ça n'a pas marché. Vous ne prenez aucun risque. Le seul risque que vous prenez, c'est d'apparaître sincère. C'est de montrer qu'au-delà des paroles de soutien que vous mettez en place, vous prenez un risque vous-même aussi d'engagement auprès de ce mouvement. Et je dis pas ça pour détruire la France Insoumise. Je pense que c'est la seule façon, quelque part, de la sauver, de lui redonner cette crédibilité qui aujourd'hui, dans une partie de la population, manque, alors même que les propositions qu'elle porte en tant que mouvement sont largement soutenues par les Gilets jaunes aujourd'hui. Voilà, c'est mon opinion. Après. Bonsoir. En fait, c'est pour émettre un doute et poser une question. Alors, mon doute, il vient juste parce que je suis beaucoup sur le terrain et que la dernière fois, sur Paris et Marseille, c'était assez impressionnant de voir les black box qu'on essayait d'arrêter et qui nous tapaient dessus. Et puis, de voir dans les rues d'à côté des flics sortir, je ne l'invente pas, quoi. Se foutre en noir et venir rejoindre ces gens-là, qu'on ne comprenait même pas, parce que j'ai fait manif depuis le début, à part les 15, donc les 2 premières où il y a eu cet éveil un peu de colère, c'est super pacifique. Donc, d'une part, voyant ça, voyant les provocations odieuses du gouvernement, qui se permet tout et n'importe qui provoque sur le terrain, dans les médias, etc., moi j'ai un doute quant à l'effondrement du système. C'est vrai que je rejoins un peu mon camarade là, où cette classe se sent sûre d'elle-même, et elle est quand même assez sûre, et par le passé on a vu des écrasements similaires. J'ai l'impression en plus que derrière eux, en 2008, il y a eu la crise des subprimes, personne ne s'est soulevé. La Grèce, ça en reste là. L'Italie, les mouvements des 5 étoiles, j'y ai cru, parce que j'y étais, parce que je voyage à côté d'un. Paf, ça s'est retrouvé super institutionnalisé. Pareil, l'Espagne, etc. etc. Donc voilà, je commence aussi à comprendre sur le terrain, les gaz sont de plus en plus violents. Plein de choses comme ça qui me font bien comprendre que s'ils doivent en passer, comme par le passé, à une répression violente à laquelle ils nous habituent, avec les attentats, on a des flics dans la rue, on a ceci, on a cela, etc. Ils le feront. Et cette confrontation violente, aujourd'hui en tout cas, ils gagnent. Parce qu'on a beau, gilets jaunes, on l'est, on manque de masse. On manque de masse. C'est même pas les armes, on aurait les armes, on se ferait écrabouiller. Et j'ai l'impression que cet effondrement, moi je ne le vois pas. En revanche, je suis complètement d'accord quand vous parlez de l'impasse institutionnelle. Et on le vit. On le vit quand on essaie de défendre avec les avocats, machin. Ils nous trouvent des trucs, mais ça a l'air infini, quoi. Et là, vous avez complètement raison. Mais sur le terrain, on n'est pas assez nombreux, même si on est nombreux, pour opposer une vraie force. Et du coup, l'effondrement, quand je vois l'armée, la police, c'est pas rien, ils sont prêts à l'utiliser. Ils l'utilisent, on est mort.
Donc j'insisterai, et on en parle tout le temps en AG, et on n'arrive pas à le faire encore, sur ce qu'on appelle, entre nous, la convergence des luttes. Alors, je ne sais pas comment elle peut se produire. Je vois bien que c'est la seule solution, et que le passage à la violence aujourd'hui, je ne suis pas contre la violence en soi, on est perdant. En tout cas, la violence directe, on est perdant. On n'a pas les armes, il n'y a pas la convergence, il nous manque tout pour le moment. En revanche, si on a le nombre, et si vous avez des solutions pour l'avoir, ce serait génial. Et ma question, c'est que pensez-vous du Frexit ? Moi, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait qu'on n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez nombreux, ça dépend des moments, d'une part. Et moi, je pense encore une fois, des événements comme le 1er mai vont permettre une montée très forte des mobilisations on va être combinatoires, qui vont faire qu'en fait, on va se retrouver, comme le 1er mai 2018 d'ailleurs, avec des différentes forces qui vont s'agréger et qui vont faire que même si à un moment elles partent dans des directions différentes, le pouvoir va se retrouver très déstabilisé par la gestion de ces forces différentes. On est 700 ici. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le miracle, c'est énorme. Enfin, c'est énorme. 700 personnes. On va tous demain. On va tous là devant la préfecture. Je souhaite bon courage à la préfecture de se défendre. Alors, il n'y a aucune raison qu'on arrive à être 700 aujourd'hui et que vous ne réussissiez pas samedi prochain à être 3 ou 4 fois plus. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit ce samedi, par contre. Et il y a des mouvements, il y a des fluctuations dans les mobilisations. Évidemment qu'il y a une forme d'usure, de réduction, mais ça monte et ça descend, en fait. Et il faut jouer sur ce rythme-là. Et il faut jouer sur ce rythme-là. Il faut trouver les moyens de condenser un moment, une masse suffisante, avec un objectif précis, par contre. Pas seulement avec une idée, on va marcher le samedi, etc. C'est-à-dire, on va aller chercher tel lieu symbolique. Et on va l'occuper, ce qui va provoquer une réaction, ce qui va provoquer une sorte d'usure derrière sur le pouvoir. Et en fait, par effet de système comme ça, dans toute la France, à un moment, vous allez les déstabiliser au point où il y aura cet effondrement auquel je crois vraiment. Parce que si on n'y croit pas aujourd'hui, je ne sais pas quand on y croira. Hein. Enfin, je ne vois pas quand ils sont obligés de sortir les militaires dans la rue parce que les flics sont trop fatigués et qu'ils en ont marre de répondre à des ordres de répression trop importantes. Vous dites, ils n'hésiteront pas à utiliser la force. Moi, je doute fortement que des gamins de 18 et 19 ans qui sont engagés dans l'armée par amour de leur pays et pour retrouver un destin soient prêts à tirer sur une foule, les types qui font sentinelle, soient prêts à tirer sur une foule pour défendre un gouvernement dont ils sentent bien qu'il est en train de s'effondrer. Et donc, eux, ils sortent le joker et ils prennent le risque, mais ils savent très bien qu'en sortant ce joker, ils prennent un risque. Et du coup, ils préfèrent les mettre d'abord en deuxième file, derrière les policiers qui, eux, continueront à utiliser des moyens non immédiatement létaux comme les LBD et compagnie pour réprimer le mouvement. Mais je pense qu'ils sont aussi peu certains que nous du fait que les militaires obéiront. Et je pense que les généraux ont dû avoir une discussion assez sévère avec Macron sur le fait qu'il n'avait pas intérêt à les mettre dans une situation où ils auraient à choisir s'ils avaient à tirer sur la population ou pas. Donc je suis beaucoup moins certain sur vous, sur leur capacité en fait, à tenir à ce rythme en fait, face à cette mobilisation. Vraiment, et je ne sais pas s'il y avait une autre... Sur la question du Frexit, encore une fois, moi je pense que c'est des questions qui devront se poser une fois que la réforme institutionnelle aura eu lieu, cette révolution dont je parle. Aujourd'hui, on voit bien avec le pseudo-débat sur les européennes, la question n'est pas posée. Or, c'est une question qui a été posée, en tout cas en germe, en 2005, et on a bien vu, d'ailleurs, c'est un des instruments principaux de la montée de Macron, hein, celui qui a imposé le mini-traité européen après le refus de la Constitution. Le ministre des Affaires européennes de l'époque, le secrétaire d'État aux Affaires européennes de l'époque, c'est un certain Jean-Pierre Jouyet, qui est nommé par Sarkozy au gouvernement, alors qu'il était hollandiste, le plus proche ami de Hollande, avant de devenir d'ailleurs secrétaire général de l'Élysée sous Hollande, et être celui qui fait nommer Macron ministre de l'économie. Donc en fait, cette personne-là qui est habituée à s'asseoir sur le peuple, est celle d'ailleurs qui a fait qu'il s'est assis sur le choix, notre refus de cette Europe-là. Bon, cet étouffoir qui s'est créé autour de la question européenne, de toute façon, il ne peut pas être résolu dans le débat existant. Il n'y a pas de force politique qui porte sérieusement ou de façon suffisamment importante une opinion qui est celle du Frexit, qui est quand même partagée sur les sondages entre 30 et 40% des Français, et aller savoir si, dans un cadre qui, pendant 2-3 mois, on discuterait de la question, si cette opinion ne deviendrait pas majoritaire. On n'en sait rien. Et du coup, ça force des forces comme la France insoumise à faire des compromis délirants, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se prononcer clairement, parce qu'en fait, il n'y a pas l'espace médiatique qui permette un débat serein sur ces questions, et ils se retrouvent à choisir quelqu'un de plutôt europhile en tête de liste, tout en portant un discours très radical anti-traité de la part... Enfin, vous voyez, à faire un écart comme ça qui fait qu'on est perdu, et du fait qu'il y a une baisse dans les intentions de vote, parce qu'on sent bien qu'il n'y a pas une sincérité extraordinaire, il y a juste une tentative de
de compromis en fait qui ne tient pas. Et encore une fois, je parle beaucoup de la France insoumise, mais parce que c'est les personnes dont je me sens le plus proche. Je sais que c'est un amour un peu vache, mais c'est vraiment parce que j'ai vraiment besoin. Je pense qu'on a vraiment besoin d'eux aujourd'hui pour provoquer la bascule en fait à laquelle on appelle. Et je pense qu'il faut vraiment qu'à un moment qu'ils prennent conscience que leur poids dans ce système a vocation à se réduire au fur et à mesure, et que tout est mis en œuvre pour amener à cette réduction. Qu'il y a eu une faille dans le système en 2017 où on a failli l'obtenir. C'est pas intervenu et ça interviendra pas. Et donc mon avis en fait. Dans ce cas-là, dans ce cadre-là, il est assez flottant parce que à l'instant T, ça n'a aucun sens de sortir avec des institutions existantes de l'Union européenne. Ça ne produira rien. Je pense que par contre, avec un changement institutionnel profond, la question devra se poser sérieusement. Et moi, je suis plutôt favorable aujourd'hui à une sortie de l'euro à minima, qui me semble essentielle en fait pour pouvoir après derrière mettre. Alors, est-ce que ça passe par une résistance au changement institutionnel, enfin aux questions, pardon, une résistance aux mécanismes de sanctions et en gros une dissidence au sein de l'Union européenne avant d'en sortir directement ou pas, c'est une question qui se discute. Mais encore une fois, mon avis est aussi fluctuant que je pense celui de beaucoup de Français qui ne peuvent pas se prononcer en l'état actuel parce qu'on n'a pas eu ce débat, cette délibération collective. Et c'est sûr que si on sort de l'Union européenne en étant 51% pour sortir de l'Union européenne, ça va provoquer un schisme dans notre pays qui est complètement nécessaire, quoi. Il faudrait que ça devienne quelque chose de relativement consensuel pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation comme le Brexit, où en fait le pays est prêt à rentrer quasiment en guerre civile symbolique, parce qu'en fait il n'y a pas de vraie majorité, ni d'un côté ni de l'autre, sur le sujet. Voilà. Donc en fait sur ces questions, vraiment, je pense qu'en l'état, ça ne sert à rien d'en discuter, de la même façon que ça ne sert à rien de discuter sur les propositions factuelles de transition écologique, de changement de politique économique, etc., tant qu'on n'aura pas d'abord rendu la parole aux personnes. Et alors ça vous semble un peu bateau, mais pour moi c'est essentiel parce que ça revient à ma définition des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ce n'est pas l'ensemble de la population française. Donc les Gilets jaunes n'ont pas vocation, c'est pour ça à chaque fois aux personnes qui me disent il faut qu'ils se structurent, il faut qu'ils portent des propositions de fond, etc., je dis non, il faut qu'ils restent au contraire sur un programme minimal qui soit consensuel, qui permettra à l'ensemble de la population de voir ses opinions représentées au sein d'une nouvelle démocratie, et à ce moment-là, on engagera ces questions de fond sur la transition écologique, sur la question de l'appartenance à l'Union européenne, etc. Tant qu'on n'a pas fait ça, on est sur un truc complètement artificiel, en fait, et on ne va pas nous imposer à l'ensemble au reste de la population, alors qu'on représente en fait des idées très diverses, sans avoir justement, enfin, ça serait contradictoire avec notre propre message. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis si rétif à rentrer sur les questions de fond, alors que j'ai mes idées quand même assez structurées sur le sujet, parce que je pense que c'est pas le moment, et je pense que les Gilets jaunes l'ont parfaitement compris. Et ils ont cette modestie qui est de se dire, on sait très bien qu'on pense très différemment au sein de ce mouvement, et on sait très bien que c'est pas le moment d'entrer en confrontation pour s'imposer les uns les autres et essayer de créer des courants, etc. Il faut que ça vienne une fois qu'on aura obtenu cet approfondissement démocratique, tout simplement. Allez, c'est à vous. Bonjour, je voulais savoir en fait, comme vous avez concerné par le sujet des géants du numérique et le sujet des gilets jaunes, je voulais avoir votre avis par rapport à ça, notamment sur l'usage et l'influence des géants numériques par rapport aux gilets jaunes. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est paradoxal, qui est qu'en fait, les géants du numérique, Facebook, etc., c'est eux qui ont le pouvoir. Depuis 10 ans, c'est plus la finance, c'est plus le pétrole, ce sont eux qui ont le pouvoir. Qui est les grands, et le pouvoir, en fait, ils l'ont grâce à nous, c'est nous qui lui donnons. Puisque, en fait, les profits qu'ils font, c'est parce qu'on l'utilise. En fait, il suffirait qu'on boycotte les géants numériques et c'est fini. Voilà. Donc, voilà, donc c'est un peu paradoxal. Donc, alors après, il existe des alternatives. Alors les banques, c'est pareil. Les banques, si on les boycotte, c'est fini. Et pourtant, il y a des alternatives. On peut créer sa monnaie. Il y a des expérimentations qui sont en cours, les monnaies locales, les crypto-monnaies libres aussi. Des expérimentations en cours. Et aussi, au niveau des outils numériques, il y a les outils numériques faits par le peuple, pour le peuple, enfin, des outils numériques pour le peuple, par le peuple et par le peuple. Voilà. Donc, ça existe, quoi. Donc, c'est pas très connu, mais je voulais savoir un petit peu votre avis là-dessus.
Comment faire pour faire une bascule justement des géants vers des outils que nous construisons, que ce soit la monnaie, les lois ou les outils numériques. Mais là, on rentre en fait enfin, moi, je suis sorti de cet espace social bourgeois pour justement pas être Macron, donc pas donner l'impression que j'ai réponse à tout et faire des grands meetings de 8 heures où en gros on pose des questions sur les vaches du Larzac, puis après enfin, c'est à vous de vous réapproprier cette parole. Reconstruisez pas en fait ce dispositif que je suis en train de déconstruire en pensant que moi j'aurais une capacité. Moi, j'ai réfléchi à ces sujets. Moi, je pense qu'il y a plein de façons de contourner. Une fois qu'on aura reconstruit une démocratie, on pourra créer une obligation de portage chez Facebook qui sera obligé de permettre à toute la base de données d'utilisateurs de basculer sur un autre opérateur qui lui sera libre, déconnecté. Enfin, il y a 1000 solutions, mais encore une fois, je pense que c'est pas l'endroit pour discuter de ces sujets-là, et surtout, c'est pas à moi de vous imposer mes opinions qui peuvent être complètement loufoques, y compris sur Frexit, vous voyez. Enfin, on s'en fiche complètement de ce que je pense, et ce que j'essaie justement de mettre en œuvre, c'est une dépossession de cette position qu'on m'a attribuée quasiment de naissance, qui crée une asymétrie entre moi et des personnes. Enfin, vous voyez, je vraiment, donc, juste, je suis désolé de pas. C'est encore une fois, c'est comme pour le Frexit, ça semble des fausses réponses, mais c'est super important pour moi de m'en tenir à cette éthique-là. Voilà, tout simplement. Bien. Et donc, la dernière prise de parole sera un gilet jaune. Alors, je vais. Juan, d'abord, la première chose que j'ai apprise en tant que gilet jaune, c'est que nous sommes tous avec des opinions politiques, philosophiques, religieuses, d'expérience, d'extraction sociale, de vécus différents, et on travaille ensemble et on se respecte. Parce que la raison pour laquelle je me permets de vous dire cela, Juan, c'est parce que je suis extrêmement déçue que vous divisiez ce soir les gilets jaunes. Car en demandant l'abstention, alors que vous avez des gilets jaunes qui sont des gilets jaunes qui pensent autrement, vous n'avez pas demandé l'abstention. Je vous ai entendu dans une vidéo où vous appelez à l'abstention. Alors, ne nous fâchons pas les uns les autres. Simplement, si vous voulez, les gilets jaunes, on s'en prend tellement plein la gueule qu'on vous demande juste une chose. Est-ce qu'il serait possible que cette spécificité qui est la nôtre, de travailler tous ensemble alors qu'on sait qu'on n'a pas les mêmes idées, alors qu'on sait que certains vont s'abstenir et que d'autres vont voter, alors que certains vont voter ça ou que d'autres vont voter ça, et nous, on va continuer à travailler et à résister à Macron et on ne va pas lâcher, eh bien, je vous demande, s'il vous plaît, donc d'entendre que le fait de prendre position, ça nous divise et c'est pas bon. Je vais j'ai rien à répondre sur l'abstention en fait. Je suis désolé si vous avez l'impression que ça divise, alors que c'est plutôt. Je veux dire, c'est l'essence du mouvement. Si on a refusé qu'il y ait des listes européennes du mouvement, c'est justement parce qu'on ne veut pas rentrer dans ces jeux de partisans à laquelle justement le vote provoquerait une forme de complicité, selon moi, aujourd'hui aux européennes. Ça ne veut pas dire qu'il faille de façon générale s'abstenir. Après, encore une fois, c'est pas une instruction. C'est mon opinion en l'état actuel. Je pense qu'il faut concentrer ses forces sur le mouvement, et je pense qu'en appelant justement à une désolidarisation des forces traditionnelles et des personnes qui croient encore que ce vote permettra de changer quelque chose, moi je vous apporte mon expérience personnelle et je vous indique que selon ce que j'ai vu de l'intérieur, ce chantage que l'on vous fait en disant il ne faut pas permettre une victoire de Macron, etc., c'est des purs discours électoralistes, c'est une instrumentalisation, et que l'enjeu aujourd'hui n'est pas du tout là, et s'il était là, Macron aurait nommé d'autres personnes que Nathalie Loiseau et Stéphane Séjourné, dont on a vu la médiocrité dernièrement, comme tête de liste. Il aurait pris beaucoup plus au sérieux cette campagne électorale. Après, c'est mon opinion, vous pouvez avoir une autre analyse politique, et l'idée, c'est pas du tout de créer une tension à ce sujet-là. Chacun est libre de son geste à ce niveau-là. Et ce que j'essaie de dire, surtout à travers ça, c'est que c'est pas à ce niveau-là que ça se joue, tout simplement. Donc vous pouvez aller voter, in fine, ça ne changera rien, en fait, tout simplement. Ça ne changera rien, il faut juste que vous ayez conscience que c'est pas... qu'on est face à quelque chose où on a
une opportunité beaucoup plus importante qui est de provoquer une bascule essentielle. Et si vous concentrez sur le jeu électoral, je pense que ce serait une erreur, aussi simple que ça. Après, encore une fois, c'est vrai que ça ne coûte pas grand-chose. Si vous voulez y aller, vous y allez. Bien. Donc on s'excuse auprès des personnes qui n'auront pas pu prendre la parole. On est vraiment obligé de terminer cette conférence et cette rencontre. Je pense qu'on peut applaudir Juan Branco pour sa prestation. Merci.